C'était une petite équipe un peu folle qui disait que c'était intéressant de penser le truc différemment et de le reconstruire from scratch. Et donc ça, c'était avant que ça devienne, en juillet 2020, une vraie boîte. Dans le secteur de l'expertise comptable, au-delà des chiffres, il existe de vrais héros, engagés pour la profession. Ici, on découvre l'ADN de notre génération comptable. Au fait, moi, c'est Judy, Office Manager et créatrice de contenu chez Lama Compta, la plateforme d'emploi 100% dédiée aux cabinets d'expertise comptable attractifs et à leurs candidats. J'évolue dans le monde de la comptabilité depuis plusieurs années et avec Génération Comptable, je te propose de partir à la rencontre des professionnels et des acteurs inspirants du secteur. Merci à tous les auditeurs qui nous retrouvent pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, dans cet épisode hors série, je vous propose d'aborder un sujet que les experts comptables connaissent bien puisqu'il s'agit d'entrepreneuriat. Et oui, tous les experts comptables travaillent cette compétence au travers de leur expérience et de leurs clients, mais pas que. La limite avec l'intrapreneuriat est fine et c'est avec Quentin Sauvé, entrepreneur et intrapreneur récidiviste, qu'on décortique ce sujet. Bonjour Quentin, comment vas-tu ? Bonjour Judy, très bien, merci. Et toi ? Bah, ça va très bien. Ravie de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours ? Alors, de manière très simple, moi j'ai commencé un parcours un peu classique, parcours prépa, école de commerce, avec des premières mêmes orientations vers les métiers de la comptabilité, puisque d'abord un petit peu de commissariat au compte au sein d'un grand cabinet, et progressivement, on va dire, j'ai cheminé au sein de différents secteurs d'activité, au début dans les sujets finance d'entreprise et audit, et puis ensuite dans le conseil, stratégie opérationnelle sur différents secteurs d'activité pendant un peu plus de 5 ans, avant de rejoindre par accident la protection sociale, en l'occurrence les complémentaires santé et prévoyance au sein du groupe Clésia. D'abord en tant que consultant, où j'avais la mission de piloter des projets de rapprochement et de fusion de mutuelles dans un groupe qui avait une croissance externe et qui a encore une croissance externe assez dynamique. Donc j'étais directeur de projet et de programme sur ces sujets. Progressivement, j'ai pu rentrer sur d'autres thématiques autour d'abord de l'innovation, des projets d'innovation, services, méthodes, et puis l'intrapreneuriat et ensuite l'entrepreneuriat. C'est ce dont on va échanger aujourd'hui. Et puis globalement, un parcours qui est plutôt teinté d'une volonté de toucher à pas mal de thématiques, assez curieux, pas forcément expert des différents des différents sujets que j'adresse, mais par contre assez touche à tout pour aussi être capable de parler d'un petit peu de tout quand même. Voilà, en quelques lignes. D'accord. Tu dis que tu es rentré par accident dans le milieu de la santé, et qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que clairement, j'ai envie de dire, y a pas beaucoup de petits-enfants qui au moment où on leur demande c'est quoi votre métier rêvé, ils disent je veux travailler dans la mutuelle et les assurances. Déjà, j'étais pas cet enfant-là. Et puis même dans mes débuts d'expérience professionnelle et de parcours pro, voilà, c'était pas des secteurs d'activité pour lesquels j'avais une affinité ou même des appétences. Voilà, moi, je viens d'une petite ville en Bretagne avec un papa agriculteur, une maman qui était plutôt infirmière. Je m'étais dit qu'en allant en école de commerce, j'essaierais quand même de faire quelque chose qui est fidèle à mes racines. Et donc par accident, parce que justement, c'est au fil de mes missions de conseil où j'ai débarqué dans ce secteur d'activité que je connaissais pas du tout, celui des mutuelles. J'ai eu la chance de découvrir du sol au plafond, parce que quand on fait un projet d'intégration, on découvre l'ensemble des enjeux d'une mutuelle, que ce soit les enjeux stratégiques, financiers, juridiques, mais ensuite également les enjeux opérationnels. Donc c'était un accident au début qui fait que voilà, j'ai trouvé un intérêt parce que j'y apprenais beaucoup de choses sur ces types de missions, et tout était lié quand même au sujet de la vie de l'entreprise dans des moments clés de l'entreprise, l'organisation, les projets stratégiques qui sont associés. Donc voilà, ce premier accident, il m'a permis de découvrir un secteur d'activité avec pas mal de poussière, pas mal de sujets à aller explorer, parce que comme tout secteur d'activité, je pense qu'il n'y en a pas un qui n'est pas concerné. Il y a des enjeux de transformation, des enjeux de modernisation. Et puis chemin faisant, j'y ai aussi trouvé des choses qui étaient plus moi une quête personnelle. J'y ai trouvé aussi du sens et des valeurs. En l'occurrence, j'aime bien dire que je suis dans la protection sociale et pas dans l'assurance.
c'est ce qui distingue notamment une mutuelle d'un assureur, c'est vraiment ses valeurs et son modèle économique sous-jacent. Et dans ces valeurs, je trouvais qu'il y avait des choses sous cette poussière intéressantes à réinvestir, à essayer de repenser ou en tout cas de reconcrétiser. Parce que quand on m'a expliqué rapidement qu'une mutuelle n'avait pas d'actionnaire, appartenait à ses adhérents et avait une vocation de participer à la santé des uns et des autres, mais également de participer à la modernisation du système de santé. Et d'ailleurs, les mutuelles ont même donné naissance à la sécurité sociale après-guerre. Je me suis dit qu'il y avait quand même un truc intéressant dans ce monde de brut, qui est le secteur de l'assurance. Et donc voilà, ces deux sujets-là ont fait que cet accident, maintenant, ça fait un peu plus de 5 ans que je suis dans ce secteur. Et du coup, on parle d'accident. Ça me fait rire comment t'en parles. En plus, t'es dans la protection sociale, donc il y a un petit lien assez rigolo. Et, ton poste aujourd'hui, tu es CEO de Jagi. Ouais. Que c'est que Jagi ? Effectivement, cet accident, il m'a amené à des belles aventures. D'abord en tant que directeur de projet, puis progressivement en tant qu'intrapreneur, et puis en tant qu'entrepreneur aujourd'hui. Jagi, c'est une aventure qui est née en 2019, justement à l'époque où j'étais directeur de projet Transfo au sein du groupe Clésia et directeur de projet stratégique, et où j'en ai eu un peu marre, en fait, clairement, d'essayer d'accompagner de la transformation dans des grands groupes. Où on fait face à beaucoup de contraintes, de problématiques organisationnelles, des fois des problématiques d'outils, de systèmes d'information, mais aussi des fois des problématiques de personnes et d'ego. Clairement, j'en ai eu un petit peu marre, et donc c'est là où il y a eu le déclic qui était de quitter ce monde-là. Je m'étais dit, ça y est, c'est bon, j'en ai vu assez, j'ai envie d'aller voir ailleurs, j'ai envie d'aller entreprendre parce que ça fait un petit moment que j'en parle. Et à ce moment-là, c'est là où on va dire les racines de Jagi ont été plantées avec justement ce qui était le numéro 2 du groupe à l'époque, qui m'a dit, mais tu veux partir, tu veux entreprendre, et pourquoi tu le ferais pas chez nous au sein de notre grand groupe, sachant que je venais de finir un autre projet intrapreneurial qui lui-même avait donné naissance à une jeune pousse, cette fois-ci sur un pur champ social et sur des thématiques de l'indépendance qui s'appelle Ma Boussole Aidant, qui aujourd'hui est une belle société coopérative d'intérêt collectif qui vise à apporter des solutions à tous les aidants en France. Donc il m'a dit, ok, pourquoi on continuerait pas sur cette lancée et cette approche entrepreneuriale. Et donc on s'est tapé dans la main, et puis l'aventure a démarré avec l'ambition au début, c'était même pas une ambition de reconstruire une mutuelle. Au début, c'était d'abord l'ambition d'essayer de réfléchir à une problématique qui est celle que le secteur rencontre, et d'ailleurs que pas mal de secteurs rencontrent. Je pense que le secteur des experts comptables est assez analogue sur le sujet. La question qu'on s'est posée, c'était quel est l'avenir de notre métier, donc en l'occurrence celui du métier de la protection sociale, à l'aune des nouvelles technologies, à l'aune de la révolution des usages, et à l'aune de la révolution aussi sociétale. 3 grands axes de réflexion, à peu près, je pense, tout chef d'entreprise se pose cette question-là aujourd'hui, que ce soit un directeur de groupe de protection sociale ou d'assurance, mais également, je pense, un expert comptable aujourd'hui se pose aussi ces questions-là, car les métiers évoluent, tout évolue, les manières de faire, les technologies, etc. Et donc, pour répondre à cette question, on est allé explorer, on est allé rencontrer des utilisateurs, et on est allé aussi rencontrer pas mal d'acteurs de la tech pour comprendre ce que voulait dire révolution technologique, et puis pour comprendre aussi quelles étaient les attentes et les appétences de nos futurs utilisateurs sur le sujet de la mutuelle, qui est un sujet où globalement il y a plutôt une insatisfaction, voire une incompréhension, ou on va dire une frustration dans la relation entre les assurés et les mutuelles, notamment pour des problématiques opérationnelles, parce que les mutuelles sont souvent perçues comme quelque chose de très administratif, très peu clair. On a aussi entendu parler de c'est un impôt comme un autre, on n'y comprend rien. Enfin, voilà, tout un peu les idées qui sont pas que des idées préconçues. Je pense qu'il y a aussi, on va dire, un mode de fonctionnement du secteur qui fait que cette perception est pas totalement erronée. Et de ça, on en a tiré pas mal de conclusions, et on s'est dit que finalement, à cette question de départ, peut-être que la réponse, c'est d'abord de refaire et reconstruire ce métier, qui est celui de la complémentaire santé, sans pour le coup prétendre à le révolutionner au démarrage, parce qu'il y avait un enjeu déjà de bien faire
ce métier qui aujourd'hui, pour plein de raisons, et notamment le poids de l'histoire et les évolutions réglementaires, est devenu un métier voilà, difficile à transformer. Et on s'est dit, on va repartir de la feuille blanche et on va essayer de le reconstruire et de le refaire bien avec 2 axes. Un axe qui est de dire on est au 21e siècle et au 21e siècle, les clients exigent de la modernité, de la simplicité, de la facilité, du gain de temps et puis de la clarté. Chose qui est rarement l'apanage des mutuelles, notamment sur le sujet de la compréhension et de la transparence. Et le deuxième axe, c'était on va dire l'engagement et la volonté d'avoir de l'impact dans notre modèle économique et la manière dont on allait faire les choses. Donc là, on est plutôt reparti dans ce qui sont les racines un peu historiques des mutuelles. Donc on a entre guillemets le terreau de cette aventure, c'est d'abord d'abord l'histoire et puis la modernité qui permet de le projeter. Et donc très simplement, après cette phase d'exploration, je suis venu voir les dirigeants du groupe Clésia avec une proposition qui était une proposition d'un entrepreneur à un investisseur, en tout cas un soutien potentiel. Et la proposition, c'était de reconstruire une mutuelle de la feuille blanche. En reconstruisant l'ensemble des outils et en reconstruisant l'ensemble des processus métiers pour pouvoir le faire à la sauce 21e siècle. D'accord. Donc là, tu nous as parlé assez profondément de J'agis. Tu as évoqué aussi Ma boussole aidant, mais je sais qu'il y a aussi un autre projet qui s'appelle Clésia. Alors Clésia, c'est pas notre projet, c'était mon employeur avant, justement. D'accord. Qui a été, c'est plutôt on va dire mon sponsor de ces projets intrapreneuriaux qui ont été, qui ont pris racine au sein du groupe Clésia, parce que Ma boussole aidant est né chez Clésia et est devenu une structure. J'agis est né chez Clésia et est devenu une structure. Donc c'est plutôt entre guillemets mon incubateur. D'accord. Qui aussi a pris le risque et m'a fait confiance pour m'accompagner et nous accompagner, parce que maintenant on est une équipe, et nous accompagner sur ces projets un petit peu fous au démarrage, parce qu'au démarrage personne n'y croyait et tout le monde nous traitait de fous. Ouais, j'imagine. Donc là, tu nous as parlé de projets qui étaient quand même à impact sociétal positif. Quelles sont tes doctrines? C'est quoi ta philosophie de vie? C'est hyper intéressant comme question, hyper large. Ma philosophie de vie, c'est assez simple, c'est je veux savoir pourquoi je me lève le matin. Et je vais essayer de me dire que ce que je fais autour de moi aura de l'impact positif dans mon environnement proche, qui sont aujourd'hui mon équipe, mes collaborateurs, un environnement un petit peu moins proche, mais quand même nos clients et ceux sur qui on va aussi avoir une certaine forme d'impact. Et puis l'environnement un peu plus global, qui est un peu plus sociétal, c'est quelle place on aura dans la société, est-ce qu'on va faire le bien. Il y a une petite phrase d'Orelsan que j'aime bien citer, c'est de dire si tu réussis sans faire le bien, tu perds. Je crois que peu ou prou, là je l'ai plus exactement, mais le principe est là et je crois que ça représente bien ma philosophie de vie. D'accord. Et donc Clésia, c'est le lieu où sont nés les deux projets dont tu as évoqué. C'était de l'intrapreneuriat qui s'est transformé en entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous donner une définition des deux notions et nous présenter un peu les différences, parce que toi, c'est ce que tu as vécu. Alors, effectivement, il y a énormément de points communs. La spécificité de l'intrapreneuriat, c'est qu'on a un contexte dans lequel on se trouve pour pouvoir essayer de porter une innovation. C'est un entrepreneur, il se lance tout seul avec son idée, éventuellement ses premières concrétisations. Là, l'intrapreneur, il est dans un contexte où il essaye de répondre déjà à des solutions à des problématiques d'un contexte existant. En tout cas, s'agissant de J'agis, c'était un peu ce sujet-là. Et il a un cadre qui lui permet aussi d'avoir des moyens, des éventuels supports pour pouvoir effectivement donner sa chance à l'idée de départ avant de devenir un projet, une entreprise, que ce soit Ma boussole aidant ou J'agis. Au tout démarrage, c'était d'abord une idée, c'était d'abord des intentions, ensuite c'est devenu des maquettes d'époque et des premiers produits, et puis ensuite c'est devenu une équipe, une organisation. Mais au tout démarrage, le principe de l'intrapreneuriat, c'est un collaborateur qui est dans une entreprise avec ses processus, son organisation, et qui décide de se dire j'ai envie de faire les choses un peu différemment, et peut-être de sortir un petit peu des contraintes que peut apporter la grosse organisation, que ce soit des contraintes organisationnelles, opérationnelles, parce que très souvent quand on fait des plans de transformation, et j'ai été très bien placé pour le dire aujourd'hui, il y a des choses qui sont
pas possible pour des raisons de personnes, des raisons d'outils, c'est tout simplement pas possible. Et l'entrepreneur ou même l'intrapreneur, le c'est pas possible, il aime pas trop, parce que justement, il a un peu envie de rêver, il a envie de se dire qu'on peut trouver des réponses et des solutions à des problèmes. Donc ouais, l'intrapreneur, c'est d'abord voilà, quelqu'un qui a décidé de faire un petit peu différemment, mais continuer à croire que dans un contexte d'une entreprise, ça fonctionne aussi. Quelqu'un qui a aussi envie de participer à faire évoluer l'entreprise dans laquelle il est, mais en assumant de penser différemment. Voilà, donc c'est assez paradoxal parce qu'à la fois on va à l'encontre de la structure dans laquelle on est, dans les actions que l'on déploie, mais notamment dans mon cas, c'était aussi pour participer à l'évolution de cette structure. Il y avait cette espèce de bipolarité entre je veux faire avancer, faire évoluer et innover, mais en même temps, je le fais différemment parce que parmi, en tout cas, moi, les recettes, je dirais pas du succès, mais en tout cas, les recettes que j'ai déployées pour pouvoir construire les conditions de l'intrapreneuriat, il y a des logiques où on se met en bulle un petit peu fermée, indépendante de l'organisation. On utilise des méthodes, des outils complètement, des fois différents. On essaie d'aller beaucoup plus vite pour aller tester nos idées, réfléchir à la manière dont on le fait évoluer. Donc sur des temps beaucoup plus courts. Et puis, on accélère plein de choses parce que on saute aussi quelques process qui pourraient aussi alourdir les choses. Mais bon, c'est pas sauter les process pour aller à l'encontre de l'entreprise. C'est juste qu'un intrapreneur au démarrage, il doit donner la chance à son idée, qui est une toute petite pousse, toute fragile, qui peut-être ne donnera rien. D'ailleurs, très souvent, que ça soit une création d'entreprise ou un projet, les premiers mois ou même les premières années sont des périodes où le taux de chute ou le taux d'échec est le plus élevé. Donc, l'échec est extrêmement probable dans ces premières étapes. Et donc, on ne peut pas passer notre temps à faire de l'administratif si on veut donner notre chance à l'idée qu'on est en train de porter. Donc, l'entrepreneuriat, ouais, c'était d'abord déjà avoir une impulsion, avoir l'envie de faire différemment, avoir, je dirais pas une idée, mais en tout cas l'envie de résoudre des problématiques, parce que je pense pas être un entrepreneur qui a une idée révolutionnaire à la Steve Jobs, mais plus quelqu'un qui se dit on peut faire les choses différemment et un peu mieux. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs sont comme ça. N'ont pas forcément besoin d'avoir l'idée. Souvent, on me dit ouais, je veux entreprendre, mais j'ai pas l'idée. Je dis bah, moi, j'ai pas eu spécifiquement d'idée. On a pris un truc qui existe et on dit juste qu'on va le faire un petit peu différemment. Donc, je prétends pas avoir eu une idée à proprement parler qui me permet de me dire oui, là, je tiens un truc, ça va être incroyable. Non, on a refait un truc qui existe et on va essayer de le faire mieux que ce que font les acteurs aujourd'hui. Je vois. Et c'est marrant quand tu parles de process parce que j'imagine, moi, j'ai pas d'expérience entrepreneuriale ni intrapreneuriale, même si j'ai la liberté de m'exprimer comme je veux chez la Maconta. Mais j'imagine, là, tu vois, quand tu m'as parlé de tout ça, je t'ai imaginé dans une salle à essayer de tirer les limites un peu dans tous les sens pour voir quels sont on va dire, les chemins les plus productifs pour tes projets, tout en squeezant les process ou alors en créant les vôtres, sans pour autant que ce soit conforme à ce qui est déjà connu dans la structure dans laquelle tu évolues, mais en même temps, tout ça, tu le fais dans le but aussi de faire évoluer et grandir la structure. Bah, tu crois pas si bien dire. On était vraiment dans une salle, notamment avec Jagi. C'était un peu la petite version entre guillemets de notre garage Silicon Valley à nous. On avait une petite salle de 13 mètres carrés dans un coworking dans le 18e Paris où on se retrouvait 2 jours par semaine avec l'équipe que j'avais réunie pour essayer de creuser, approfondir, concevoir, tester et commencer à structurer aussi le projet, l'organisation, poser les BP. Et c'était une petite salle avec plein de post-it au mur, plein d'illustrations. Enfin, ça ressemblait un petit peu à un laboratoire de, de serial killer ou d'enquêteurs avec plein de trucs affichés au mur où je sais pas, on avait l'impression qu'on était en train de dessiner un plan machiavélique. Et c'est vrai que c'était avec le recul assez rigolo. On y allait et on essayait d'avancer et on se prenait pas trop la tête avec le formalisme. D'ailleurs, ça, je me souviens avec l'équipe,
on s'était dit là pendant 3 mois, on va pas avoir le temps de formaliser quoi que ce soit, donc on avance, on creuse, on réfléchit, on explore et on fera une seule restitution à la fin, ce sera notre deck d'investissement. Et c'est un peu ce qu'on a fait. C'était assez cool et avec le recul, je me dis que c'était assez fou en tout cas de nous faire confiance sur ce type d'aventure. Et ça a marché du coup parce que là, à ce moment-là, vous étiez combien chez Jagy? Alors là, on n'était même pas une entreprise. C'est là où j'étais intrapreneur. Hein. J'avais constitué une petite équipe de freelance, de prestataires, enfin quelque chose en dehors de l'entreprise sur des contrats un peu, on va dire, temporaires, en se disant on regarde, on avance ensemble. Et puis progressivement, si l'aventure vous tente, je vous embauche si ça part et on lance cette fois-ci l'entreprise. Donc là, on était 5-6 à mi-temps. On avait à peu près 2 jours chacun, 2 jours et demi par semaine dédiés au sujet. Parce que moi, en parallèle, j'avais l'autre sujet entrepreneurial qui continuait à vivre. C'était mon alibi. Quand on me demandait ce que je faisais, j'étais 100% sur ce premier projet et j'avais pas besoin de me justifier de pas toujours être dans les locaux ou dans les sujets. Et donc on était 5-6 personnes avec différentes compétences. La spécificité de cette équipe au tout démarrage, c'était vraiment la pluridisciplinarité, où il y avait des compétences techno, il y avait des compétences design de produits, plutôt au monde du digital, des compétences également du métier, du secteur de l'assurance et de la complémentaire santé, parce que c'est pas un métier qu'on peut prétendre réinventer sans le connaître. Donc moi j'en ai une connaissance encore que partielle, même si effectivement je commence à avoir un peu de vision sur le sujet, mais il faut quand même ces expertises-là qui sont nécessaires pour pouvoir aussi repenser. Donc c'était une petite équipe un peu folle qui disait que c'était intéressant de penser le truc différemment et de le reconstruire from scratch. Et donc ça, c'était avant que ça devienne en juillet 2020 une vraie boîte. D'ailleurs, ça devait être en avril 2020 à la base, le lancement, mais le Covid est passé par là et le 17 mars, on nous disait qu'on allait tous être confinés et d'un coup, j'avais plus de son, plus d'image de mes investisseurs qui m'avaient dit que ça pouvait partir et démarrer. Et donc, mon équipe, je n'avais plus les moyens de les payer et surtout, on ne savait pas si le projet allait se lancer. Donc, il y a eu cette espèce de faux départ en avril 2020 avec le Covid. Et finalement, on a réussi à tenir, à continuer d'avancer pendant le Covid et à se lancer officiellement donc en juillet 2020 avec les premiers contrats de travail, avec les quatre premiers collaborateurs qui étaient dans cette petite salle fermée. Et puis progressivement, l'équipe a grandi. On a aussi déménagé plusieurs fois parce que forcément, il faut pouvoir loger tout ce beau monde. Et donc, on est passé effectivement de 4 personnes à aujourd'hui, on est quasiment une petite soixantaine répartie entre Paris et Rennes. Et donc, toujours la même logique au fil de la structuration de cette équipe, c'est la compétence, la pluridisciplinarité et tous les métiers nécessaires à reconstruire ce que l'on fait, parce que le pari est de reconstruire l'ensemble d'une chaîne de valeur. Et donc, faut des experts métiers, des gens de la relation client, des gens du commercial et du marketing parce qu'on distribue nos propres produits, mais également des techs, des archis, des développeurs, des experts du produit, du design, parce que dans le digital, on a besoin aussi de ces expertises-là. Donc, avec ces 60 personnes, je pense qu'on a à peu près 25 métiers différents déjà dans la boutique. Bah oui, la complémentarité, c'est ce qui permet de booster la croissance. Dans cette expérience-là, est-ce qu'il y a dans ces expériences-là, est-ce qu'il y a des étapes clés qui permettent de promouvoir et d'encourager la culture intrapreneuriale au sein d'une organisation ? Dans le sens, en prenant en compte toujours le côté impact positif. Ce qui est hyper intéressant avec l'entrepreneuriat, moi j'aime beaucoup ce modèle pour plusieurs raisons. La première, c'est que les intrapreneurs, c'est des gens qui ont envie de trouver des solutions à des problèmes. Donc ils partent avec une intention qui est hyper positive, et très souvent des gens qui cherchent des solutions, qui veulent trouver des solutions à des problèmes dans des organisations très processées, leur voix est finie par être éteinte parce que c'est dur de porter cette voix, d'aller le transformer en projet, le rendre concret, etc. Donc ce que je trouve déjà génial pour une entreprise qui s'ouvre à l'entrepreneuriat, c'est aussi assumer d'ouvrir d'autres voies et d'autres manières de faire que
les process et l'organisation que dont l'entreprise a besoin. Ça, c'est indéniable. Moi, j'ai jamais remis en cause ce point-là. Mais des fois, pour se réinventer et s'interroger, il faut aussi être capable de le faire différemment. Ça, c'est le premier point que je trouve hyper intéressant. Moi, ce qui est aussi assez spécifique dans mon cas, qu'on n'a pas forcément dans tous les intrapreneurs, c'est de se dire que on a un enjeu, je pense, un peu global d'accompagner une certaine forme de transformation, de transition, qu'elle soit environnementale, sociale, sociétale, même le monde du travail est en train d'évoluer. Et que, alors c'est bien, hein, les entrepreneurs qui créent des boîtes, qui font différemment, etc. Mais la vraie transformation, elle passera aussi par la capacité à transformer des grands groupes, des grandes organisations. Parce qu'une boîte de 5000 personnes, ça équivaut à, je sais pas, une centaine ou peut-être 200 petites startups qui se lancent et qui essayent de faire les choses différemment. Donc si on arrive à transformer une grande boîte et 5000 personnes, on peut avoir un impact positif qui est hyper important. L'impact positif, déjà, il passe par le fait que on vient résoudre un problème. Donc, quand on vient résoudre un problème, que ça soit dans une organisation ou pour les clients, on a un impact positif. En général, ça peut être mesuré en gain de temps, en gain d'efficacité, en gain de transparence, mais aussi en résolution de points de douleur. Notamment, nous, on pense à nos clients ou nos adhérents qui peuvent se retrouver dans des moments ou dans des situations de vie difficiles. Leur apporter un problème parce que notre solution les met en relation avec des personnes qui vont les accompagner dans ce moment de vie difficile, c'est une manière d'avoir aussi un impact positif sur nos utilisateurs. Donc ça, c'est clairement quelque chose, moi, qui me tient aussi à cœur. Si on prend un peu de hauteur par rapport à nos enjeux de société sans être à dramatiser la situation, mais bon, si on caricature et on grossit le trait, il y a ceux qui pensent que on va de toute façon tous mourir, jamais s'en sortir, et il faut aller se réfugier dans le web 3.0 où l'IA va nous remplacer. Et puis il y a ceux qui pensent qu'on peut être optimiste, voir les choses différemment, aller vers une économie de l'impact, une économie de l'engagement, où on va peut-être moins passer de temps à chercher à créer de la valeur financière, peut-être passer un peu plus de temps à apporter de la valeur humaine. C'est peut-être utopiste ou utopique. En tout cas, c'est assumer le fait de vouloir faire partie des optimistes, utopistes, réalistes. Après, je pense que l'arrivée des IA, l'IA va se mêler à beaucoup de corps de métier, et ça va peut-être être aussi l'opportunité d'être encore plus optimiste et de se dire que toute la partie un peu technique, l'IA va s'en charger, et de mettre beaucoup plus d'humain dans les métiers, dans les prestats, dans l'accompagnement. Clairement, moi, ce serait malvenu de ma part d'être réfractaire à la tech, parce que ce qu'on fait, c'est d'abord aussi de la tech. Par contre, ce qu'on prône, c'est un peu ce que tu viens de dire, c'est-à-dire l'usage de la tech, elle doit être mis au profit, effectivement, de l'humain, de l'amélioration des conditions de vie, et elle ne doit pas être centrée uniquement pour la génération de valeur économique. À l'époque, la dynamite, elle n'avait pas été créée pour créer des bombes, hein. C'était un progrès qui permettait aussi d'améliorer. Donc, on est aussi dans un moment où il faut qu'on choisisse ce qu'on va en faire de cette techno. Ouais. L'IA, soit on en fait un outil de limite déshumanisation, et puis bienvenue dans les scénarios Black Mirror, mais on a aussi le droit de choisir autre chose. En tout cas, moi, c'est ma conviction. On a aussi le droit de choisir que cette techno, on va la mettre au profit d'autres choses, et que dans notre cas, hein, on essaye aussi de réfléchir plus que réfléchir, mais de construire une plateforme technologique qui va permettre notamment aux équipes qui gèrent la mutuelle de faire leur métier différemment. Quand hier, c'était des opérateurs administratifs, demain, ça va être des gens qui accompagnent les personnes, parce que c'est cette vertu-là qu'une mutuelle doit apporter à ses adhérents, et elle ne doit pas se limiter uniquement à de l'administratif et du financier. Donc, c'est aussi le parti pris que l'on a décidé de suivre dans l'usage des technologies et l'usage du digital. Tu as parlé de Black Mirror, je voulais juste revenir dessus parce que c'est une série que j'aime beaucoup, parce qu'elle remet en question certaines façons, notre façon de vivre sur certains points, l'utilité qu'on peut avoir de certaines technologies. Donc je conseille, parce que ça peut éveiller un peu des consciences et remettre en question la vision qu'on peut avoir de notre monde. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à écouter. C'est à la fois flippant, à la fois très intéressant. Oui, c'est clair. Et ce que je trouve assez intéressant dans cette illustration, c'est que ce que l'on voit dans Black Mirror, qui peut apparaître comme de la
de la pure prospective ou perspective, bah, aujourd'hui, les technologies le permettent. On Donc, est dedans. on est dans le réel. Et si on fait l'analogie avec tous les films de science-fiction de l'époque, où on se disait c'est incroyable, Minority Report, Bienvenue à Gattaca, ce genre de trucs, où on se disait mais c'est quand même, ou même iRobot, tous ces sujets-là un peu prospectifs, on se disait ah ouais, quand même, c'est incroyable ce que pourrait faire la technologie. Bah là, aujourd'hui, la techno, elle est là. Et je sais pas si on se souvient, mais en général, ces films-là, ils finissent pas super bien. Et du coup, ça s'y interroge sur qu'est-ce qu'on veut en faire de la techno, parce que, a priori, les films nous ont aussi appris que cet usage pouvait nous amener, sans être très caricatural, mais à un monde pas très souhaitable. Oui. Bah justement, quels sont les défis, enfin les plus gros défis que peut vivre un entrepreneur ou un intrapreneur? Ah, la question, elle est très très large. Très très large. En gros, moi, de ce que j'ai de mes expériences, entre ma vie de, on va dire, salarié à ma vie d'entrepreneur, il y avait des hauts, des bas et des moments forts et des moments plus ou moins intenses. Et ben, la seule différence, c'est que cet encéphalogramme que l'on avait sur plusieurs jours, bah là aujourd'hui, dans la même journée, on peut faire ce, cet aller-retour entre le bien, le moins bien, les doutes, les questionnements. Donc les gros défis autour de ça, c'est il y a des défis qui sont on va dire très opérationnels. Hein. Faire Oui. structurer une entreprise, il y a tous les sujets administratifs, obtenir les financements, convaincre, etc. Donc ça, c'est, on va dire, le lot du porteur de projet entrepreneur. Il y a évidemment un des sujets qui est le plus compliqué, et peu importe la taille de l'entreprise, ça fait partie des sujets qui sont pas simples. C'est tout ce qui va être lié au recrutement, à l'humain, au fait d'embarquer ses équipes, d'embarquer un collectif. Moi, j'aime beaucoup cette approche. Je suis un team player, je viens du monde du sport, et je vois une entreprise un peu comme une équipe de sport où effectivement on essaye, même si on est différent, bah, justement de se compléter pour atteindre des objectifs ensemble. Mais ça, bah, ça c'est écrit dans aucun bouquin, et il n'y a que l'expérience qui fait que bah, à la fois qu'on apprend, et puis on se plante beaucoup, et ça humainement c'est pas toujours très simple, parce qu'on y met aussi beaucoup d'engagement perso. Ça c'est des gros challenges, je pense, recrutement, équipe, RH. Quand on me disait à l'époque, tu verras quand tu entreprends, le vrai sujet le plus dur, c'est la RH. Quand on nous le dit, on se dit oui, ça résonne un petit peu, je veux bien comprendre. Mais en fait, tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas vraiment comprendre quel enjeu il y a derrière. Et puis après, le troisième volet, c'est plutôt un truc perso, entre guillemets, ou en tout cas qu'on vit plutôt de manière intérieure en tant qu'entrepreneur. C'est cet ascenseur émotionnel entre est-ce qu'on va réussir, est-ce qu'on y croit vraiment, quand est-ce que ça s'arrête aussi des fois, parce que l'entrepreneur, c'est 24/7, hein, même si on souffle et on prend un moment, on a toujours ce petit truc derrière la tête qui fait qu'on est en train d'y penser, en train de réinterroger nos choix de la veille, etc., etc. Donc ouais, cette charge mentale, je pense on la sous-estime, et c'est d'ailleurs, je pense, qui fait que certains intrapreneurs passent des fois pas forcément le cap de l'entrepreneuriat, parce qu'effectivement, je pense que tout le monde n'est pas non plus, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, hein, au contraire. Et d'ailleurs, c'est pas du tout être successful que d'être entrepreneur, mais je pense que ça peut être très dur à encaisser, le quotidien de l'entrepreneur, si c'est quelque chose pour lequel on n'a pas une vraie appétence, et que je peux comprendre aussi. Enfin, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, tout le monde n'est pas fait pour être salarié, enfin voilà. Je pense qu'il faut aussi se connaître là-dessus, et savoir pourquoi on se lève le matin, et pourquoi aussi on affronte autant de autant de difficultés des fois, parce que l'entrepreneur, il prend quand même souvent des vagues consécutives sur la tête, et des fois ça s'arrête, enfin en général ça s'arrête jamais. J'aime bien dire qu'en fait notre job c'est devenu de gérer des problèmes. Donc à partir du moment où je me suis dit ça, et bah on accueille positivement les problèmes, parce qu'on se dit que c'est notre job. Donc bah, chaque quotidien est un enchaînement de problématiques sur lesquelles bah, notre vrai métier, c'est d'y trouver et d'y apporter des solutions. Oui, donc en fait, dans la description, enfin dans mon introduction, j'aurais dû dire récidiviste optimiste. Ouais, oui, tu peux dire ça, tu peux dire ça. Je pense que si on n'est pas optimiste quand on est entrepreneur, on se fait vite embarquer dans nos doutes, parce qu'ils reviennent très souvent aussi. Donc non, il y a des fois où
on se couche le soir en se disant que qu'est-ce que je fous là. Puis des fois, le lendemain matin, on se réveille et on se dit ah ouais, mais en fait, je sais exactement et ça repart. Donc oui, il faut de l'optimisme. Et puis de toute façon, en fonction de, par rapport à ce que j'ai entendu de ton discours et de ce que je commence à comprendre de ta personnalité, je pense que s'il n'y avait pas tout ça, tu t'ennuierais. Tu as besoin de cette adrénaline, j'allais dire stress, mais stress au sens aussi positif. Bah, c'est marrant, c'est souvent une discussion que j'ai avec mon épouse où je lui dis des fois, qu'est-ce que j'aimerais des fois être peut-être un peu au calme, avec pas de contraintes le soir en rentrant. Puis à chaque fois, elle me dit, mais tu te ferais chier. T'aurais besoin de repartir et t'en ferais d'autres. Et puis je dis, ah oui, c'est vrai, t'as raison. Et en fait, bah oui, donc après, une fois qu'on se dit ça, on se dit qu'on a un peu choisi. Et moi, je fais pas partie de ces entrepreneurs qui disent on est un peu sadique quand on est entrepreneur parce que y a un petit côté dur et on sait et on y va. Mais voilà, c'est plutôt un truc où voilà, j'aime ces challenges et le fait d'avoir ces quotidiens un peu excitants où on sait un peu où on veut aller, mais par contre, la route pour y aller, c'est le cheminement qui fait qu'on découvre plein de choses. Ouais, c'est stimulant à la fois et en même temps, tu fais un pas, tu débroussailles, tu fais un pas, tu débroussailles et ça s'arrête jamais. Et du coup, si tu avais 2 conseils à donner à quelqu'un qui veut se lancer, lesquels seraient-ils ? Le premier, c'est d'y aller, hein, parce qu'en fait, le seul moyen de savoir si ça lui plaît ou enfin si ça vous plaît ou si ça va fonctionner, c'est d'y aller, c'est de tester, c'est de pas avoir peur, parce que j'avoue que nous, le modèle franco-français, il a pas une grosse aversion à l'échec, on n'aime pas trop les échecs, mais moi là aujourd'hui, je sais pas dire si on a été successful ou pas. On a encore de la route pour pouvoir le dire. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que peu importe là ce qui se passe, même si c'est un échec, l'apprentissage, il a été en 3 ans, je pense, déjà même les 2 premières années, beaucoup plus intense et fort que les premières années d'expérience pro. Donc voilà, quelqu'un qui veut se lancer, le premier conseil, c'est d'y aller parce que dans tous les cas, il n'aura pas perdu aussi. Il aura un apprentissage qui sera vraiment tout autre et à plein de niveaux. Parce que je pense que quand on entreprend, on se pose aussi des questions qu'on ne se poserait pas en tant que salarié. On se pose évidemment des questions sur le sujet. Enfin, on a un vrai learning autour de la partie gestion d'entreprise, création, RH, humaine, financement, etc. Mais aussi, on a un gros learning sur soi-même. Parce que quand on démarre, c'est pas écrit sur notre CV qu'on est entrepreneur, quoi. C'est en faisant qu'on le devient. Et dans tous les cas, quelqu'un qui veut se lancer, même s'il y passe que un an, il aura au moins répondu à une question sur le fait qu'il veut être entrepreneur ou pas. Il aura appris plein de choses parce qu'il aura vu plein de choses. Et puis il aura répondu à quelques questions sur la pertinence de son idée ou pas. Oui, évidemment. Pour se lancer, faut oser. Oser. Et puis après, elle viendra ce qui pourra. Hein. Ouais, et puis après, c'est vrai que souvent, on présente le sujet de l'entrepreneuriat comme un saut dans le vide, mais quelqu'un qui a les compétences d'essayer d'entreprendre, ce sera toujours quelqu'un qui se relèvera, même pour trouver un job. Donc finalement, même la notion de prise de risque, elle existe, hein, c'est certain. Mais il faut surtout la mettre au regard de ce qu'on veut aussi, de ses aspirations. Comment est-ce qu'on veut vibrer au quotidien? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Et quand on a un projet qui est axé sur le développement d'un monde meilleur, comment on parvient à maintenir un équilibre entre les objectifs socio-environnementaux, le problème qu'on veut résoudre, et les contraintes du monde des affaires? Ouais, alors ça c'est hyper intéressant parce qu'on est en plein dedans depuis le début, hein. C'est là où j'aime bien, j'aime bien reprendre un terme d'Emmanuel Faber, l'ancien PDG de Danone, d'une vision très progressiste du sujet, qui disait en tant qu'entrepreneur, on a un devoir d'utopie, mais un droit au pragmatisme. Et j'aime bien m'identifier on va dire à cet adage, si on peut dire que c'est un adage dans ce qu'on fait, c'est-à-dire que une forme d'utopie, une forme de vision autour du souhait d'avoir de l'impact positif, on l'a inscrit dans nos statuts, on l'a inscrit dans nos intentions, on l'a inscrit aussi dans nos objectifs.
Donc c'est quelque chose qui est là, qui est même d'ailleurs le point de départ de notre aventure. Moi, à l'époque où je me suis lancé, c'était aussi de répondre à une question qui était comment je vais réussir à aligner ma vie professionnelle avec mes aspirations de citoyen qui veut avoir de l'impact. Donc ça, on l'a depuis le départ. Et puis après, il y a le pragmatisme de la vraie vie, parce que quand on démarre, on a beau avoir envie d'avoir de l'impact, au démarrage, on n'a pas d'équipe, on n'a pas de clients. Donc en fait, la preuve de notre impact, c'est un peu dur. Et souvent, on se fait challenger là-dessus. On nous dit, ouais, mais bon, vous n'avez rien fait. Et donc, au tout début, surtout, quand on n'a pas vraiment d'éléments de preuve à mettre en avant, c'est souvent un petit peu dur. Parce qu'effectivement, il faut d'abord créer une boîte qui fonctionne, qui a un rationnel économique, parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours où juste parce qu'on a de l'impact, c'est cool. Il faut créer une boîte qui soit économiquement viable. Et donc, on s'attelle à essayer de faire les deux avec, évidemment, un des objectifs numéro 1, c'est de construire une boîte qui tourne, mais par contre, une boîte qui tourne avec, dans sa philosophie et dans son ADN, la volonté de pouvoir juger en tout cas, la capacité à dire si elle tourne ou pas, le juger aussi à travers le prisme de est-ce qu'on génère de l'impact ou pas. Et donc ça, dans notre pragmatisme, on a décidé aussi de pas se dire on aura de l'impact quand on aura une boîte qui tourne, mais justement d'y aller étape après étape, petit pas après petit pas, autour d'actions concrètes pour aussi justement matérialiser cet impact et que ça soit pas juste un social ou un greenwashing qu'on annonce sur notre site ou dans nos rapports annuels. Donc voilà, on est entreprise à mission, on met en place pas mal d'actions en interne sur le sujet, dans notre politique interne autour de la diversité, du recrutement, de la politique de formation. On essaie de faire vraiment des choses concrètes, on donne beaucoup d'espace aussi aux collaborateurs pour pouvoir s'engager et exprimer aussi des aspirations autour de leur engagement. On fait comme notre création d'entreprise, on itère, on teste, on déploie des choses. Le seul contrat moral qu'on s'est fixé avec l'équipe, c'est d'être cohérent avec notre raison d'être, parce qu'on est une entreprise à mission, donc on a une raison d'être. Et le contrat moral, c'est même si c'est petit, il faut plutôt passer à l'action plutôt de dire qu'on va faire. Voilà. Donc c'est plutôt ça qu'on s'est appliqué comme règle. C'est notre forme de pragmatisme pour que justement on fasse avancer les deux sujets et qu'on n'attende pas la réussite économique pour pouvoir générer de l'impact. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, c'est la question à 1 million d'euros. Comment on concilie rentabilité financière avec projet impact positif sur la société. Mais je pense que tendre vers ça se repose aussi, enfin, c'est possible si on repose aussi l'activité sur des partenariats ou de la collaboration avec d'autres professionnels. Est-ce que vous soignez le monde qui vous entoure? Ouais. Clairement, on a dans notre stratégie, notre approche du développement, une volonté aussi de travailler en écosystème, de travailler en coopération avec d'autres acteurs, parce qu'on ne veut pas faire partie des prétentieux qui disent qu'ils vont changer le monde et qu'ils vont tout changer. On fait plutôt partie des gens qui disent que y a un écosystème, il y a plein d'acteurs qui sont en train de faire évoluer les choses, qui ont des expertises sur certaines thématiques, qui s'engagent différemment sur différents sujets. Et c'est plutôt en travaillant avec eux aussi que l'on multipliera cet impact. Nous, on fait notre job, entre guillemets, on a envie de participer à ce mouvement un peu global qui va aussi accompagner la construction d'une société un peu plus vertueuse, un peu plus pérenne et durable. Donc on bosse en écosystème, on scelle pas mal de partenariats, soit des partenariats autour de notre produit, des partenariats aussi autour de nos externalités positives en termes d'engagement, et on s'attelle justement à sceller des partenariats avec des parties prenantes qui aussi sont dans la même dynamique, la même philosophie de vouloir avoir de l'impact positif et de le faire avec sincérité. Parce qu'on a aussi beaucoup d'opportunistes qui arrivent sur ce sujet. Donc l'idée aussi, c'est de pas non plus tomber dans le piège d'une volonté déguisée d'avoir de l'impact pour justement nourrir d'autres intérêts. On arrive vers la fin du podcast. J'ai encore quelques questions pour toi. Est-ce que tu as des conseils? Parce que là, de ce que tu dis, je comprends que le réseau, il est hyper important. Est-ce que tu as des conseils qu'on pourrait partager
que tu pourrais partager sur les moyens qu'on peut utiliser pour justement créer ce bon réseau et l'entretenir et amener peut-être des idées de partenariat. Bah, déjà, le premier conseil, c'est de ne pas avoir peur d'aller rencontrer les gens et de leur parler de ce que vous faites et d'aller assez cash sur vous faites ça, nous on fait ça, peut-être qu'on peut s'aider ou pas. Et en tout cas, d'oser, parce que moi je sais qu'au début, je n'osais pas trop, j'étais un peu timide de me dire, ouais, je vais quand même pas aller leur parler à eux, ils vont nous renvoyer paître, etc. Et en fait, progressivement, on se rend compte que d'un échange à l'autre, on trouve des idées et tout le monde aussi a des envies de coopérer et sceller des partenariats. Donc finalement, le premier truc que je pourrais conseiller, c'est effectivement d'y aller et de pas avoir peur. Le deuxième aussi, c'est d'y aller aussi avec des bonnes intentions et d'y aller de manière très transparente. Je pense que moi, il n'y a rien de pire qu'un mec qui vient me voir et qui me dit pas vraiment en quoi on peut coopérer. Enfin, souvent, on se le dit, là, ça peut être intéressant ou là, c'est pas intéressant. Et puis au pire, on s'est rencontrés, et au pire, on a échangé sur ce qu'on faisait et on en tirera toujours quelque chose de positif. Mais voilà, je pense qu'il faut y aller de manière très sincère aussi. On a tous besoin de développer nos entreprises, on a besoin de développer nos notoriétés. Et donc, en fait, il ne faut pas se déguiser sur une pseudo-volonté de mise en relation pour se connaître. Non, on est aussi dans cette approche-là et c'est OK, il n'y a aucun problème. Du coup, il vaut mieux y aller cash. Enfin, voilà. Ouais, il y a rien à perdre. On échange et nous on cherche à avoir une externalité et une finalité positive, donc on est hyper à l'aise aussi là-dessus parce que notre finalité elle est effectivement inscrite dans notre mission, donc ça facilite aussi l'approche. Et du coup, est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi savoir dire non à certains partenaires ou acteurs? Ouais, je pense qu'il faut savoir dire non. Après, c'est un non qu'il faut expliquer. C'est-à-dire que moi, je suis toujours capable d'entendre de quelqu'un. Il y a des fois plein de raisons, hein. On bosse déjà avec vos concurrents. Bon, bah, ok, pas de souci. Si c'est votre objection, nous, on n'a aucun problème avec ça. On a une autre approche, mais c'est ok. Je pense que c'est bien de se le dire et c'est plutôt sain d'ailleurs. Et d'ailleurs, on le voit, nous, ça nous pose des fois problème. Enfin, problème. Il y a des partenariats où ça met un petit peu de temps parce qu'en fait les gens savent pas trop et en fait ils osent pas vraiment dire non. Je pense qu'il vaut mieux se le dire et puis on avance. Puis des fois en fait le, le nom d'un jour devient la coopération, la collaboration d'un autre jour parce qu'un an après c'est devenu le bon moment et que c'est devenu la bonne idée. Donc ouais, faut jamais, je pense, négliger la qualité d'un échange même si l'issue elle est négative. Et vis-à-vis des clients, du coup, c'est aussi un point sur lequel vous êtes vigilant, choisir les clients avec qui vous voulez travailler? Je sais pas si on peut dire qu'on choisit les clients avec qui on veut travailler. En fait, ça va un peu dans les deux sens, c'est-à-dire que à la fois on porte aussi des valeurs et un positionnement qui est incarné de certaines valeurs et effectivement on attire plus facilement des clients qui les partagent. Donc là jusqu'à aujourd'hui on est assez fiers effectivement dans nos clients d'avoir des clients qui sont dans une dynamique un peu similaire à la nôtre. Volonté d'avoir de l'impact, volonté de participer à la transfo, volonté de moderniser. Donc c'est assez flatteur. Après, nous, on n'est pas dans une dynamique où on choisit nos clients dans le sens où le produit que l'on délivre, le principe d'une mutuelle, c'est de pas être exclusif, en tout cas de ne pas faire preuve d'exclusion. C'est un des principes de solidarité. Donc, si on commençait à faire ce qu'on appelle de l'anti-sélection, de choisir nos clients, on serait contraire à nos principes de solidarité. Mais en fait, le choix se fait de manière naturelle et plutôt affinitaire. Merci Quentin pour toutes tes réponses. J'ai une dernière question pour toi. C'est une question qu'on pose tout le temps aux invités qui sont sur le podcast. La question est la suivante. Si tu étais un compte comptable, lequel serais-tu et bien sûr pourquoi? Alors, je les ai évidemment pas tous en tête, mais de mes souvenirs, je serais pas un compte de classe 1 à 7, je serais un compte de classe 8 ou 9, justement, qui est extra comptable. Parce que de plus en plus, je pense que ce qui va être important, c'est aussi l'extra comptable, c'est qu'est-ce qu'on apporte en termes de valeur, en termes de qualité de service, en termes de satisfaction client. Et ça, malheureusement, j'ai pas encore trouvé de compte pour pouvoir les mettre, ces choses-là, le capital valeur. Donc, je crois que les 8 et 9 sont les extra comptables qui permettent d'expliquer aussi les actifs que l'on est capable de générer.
Et je pense que les évolutions réglementaires avec la CSRD, etc., vont peut-être amener à devoir rajouter des comptes qui permettront d'avoir une comptabilité de l'impact et de l'engagement des entreprises. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chaque année, le plan comptable, il s'étoffe. Et peut-être qu'un jour, du coup, il y aura ce compte extra comptable qui te représente. Bah écoute, c'est gentil, j'espère, je nous le souhaite tous. Mais je pense que là, il y a des choses qui vont avancer sur le sujet et je pense que même la profession comptable est en train d'évoluer et va devoir évoluer sur cette thématique-là. Parce que les clés de succès des entreprises, et ça c'est ma vraie conviction aussi en tant qu'entrepreneur, ne se limiteront pas uniquement au bilan et au compte de résultats et devront se mesurer aussi par les externalités positives que ces activités peuvent générer sur les parties prenantes. Eh bien, le podcast va s'achever sur ces belles paroles. Je te remercie encore une fois pour ton partage et d'avoir accepté l'invitation. Je souhaite une longue vie à Jagi et aussi à tous les projets que tu vas pouvoir mener. Si jamais on a des questions à te poser ou si jamais on veut te contacter parce que ta solution intéresse, où est-ce qu'on le fait ? Directement sur LinkedIn, je répondrai avec plaisir et sinon à travers notre site Jagi où on sera ravis de vous accompagner si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet. Le message est partagé. Super, merci Julie. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Génération Comptable et de contribuer avec nous au rayonnement de la profession. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le faire savoir. Like, partage, abonne-toi. Chaque like est un réel carburant nous permettant d'aller plus loin et de rencontrer d'autres professionnels engagés et inspirants. D'ailleurs, si tu cherches un job en cabinet d'expertise comptable, rendez-vous sur lamaconta.co pour saisir les meilleures opportunités. Ton cabinet cherche à recruter ? Contacte-nous pour créer ta page employeur et capter des candidatures dès aujourd'hui. Allez, à bientôt sur Génération Comptable.